Je m'appelle Geneviève. J'ai 64 ans. Et jusqu'à il y a quelques mois, je pensais sincèrement avoir tout fait juste dans ma vie. Pas parfaitement, personne n'est parfait, mais juste, j'avais élevé mon fils seul après le départ de son père. Je lui avais donné tout ce que je pouvais donner. Et en échange, je croyais avoir une famille, une vraie famille, soudée, solide. Je me trompais. Tout a commencé un mardi matin ordinaire. En novembre, j'étais dans ma cuisine à Lyon, en train de préparer mon café, quand mon téléphone a sonné. C'était mon fils. Enfin, ce que je croyais être mon fils était en réalité sa femme, ma belle-fille, qui utilisait son téléphone. Je le sais parce que j'ai reconnu sa voix avant même qu'elle se présente. « Bonjour, c'est moi, Aunt Grace. Juste ça. Pas « Bonjour Geneviève ». Pas « Bonjour belle-maman ». Juste « C'est moi », comme si sa voix seule suffisait à justifier l'appel. J'avais remarqué depuis longtemps cette façon qu'elle avait de se comporter, comme si le monde lui était naturellement dû. Mais ce matin-là, je ne savais pas encore que cet appel allait tout changer. Mon fils n'est pas disponible, et je demandais. Naturellement, il est au travail. Je t'appelle pour un truc rapide. En sexe, un truc rapide. Voilà comment elle qualifiait les choses qui me concernaient. Un truc rapide. Comme si ma vie, mes sentiments, tout ce que j'avais construit avec mon fils pendant 40 ans. On ne méritait qu'une case entre 2 rendez-vous. On a besoin que tu avances les frais du mariage. J'ai cru mal entendre. J'ai posé ma tasse. Pardon, le mariage. On a trouvé une salle, le traiteur. Tout est calé. Mais il faut verser un acompte avant vendredi. 12 000 €. Le silence qui a suivi n'était pas de la stupeur. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose que je n'avais pas encore de mots pour nommer. 12 000 €. Versé avant vendredi. Annoncé un mardi matin. Entre 2 gorgées de café. Sans même un « s'il te plaît ». Vous vous mariez ? Ai-je dit ? Et ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Oui. On t'en avait parlé ? Non. Non. On ne m'en avait pas parlé. Pas de la salle. Pas du traiteur. Pas de la date. Pas de rien. Mon fils et sa compagne vivaient ensemble depuis 3 ans. Et j'avais bien senti que les choses évoluaient, mais personne ne m'avait dit « on se marie ». Personne ne m'avait appelé pour me demander mon avis, pour partager la joie de cette annonce, pour me laisser le temps d'en être heureuse. On m'appelait pour l'argent. Uniquement pour ça, j'aurais pu m'énerver. J'aurais pu raccrocher. Mais j'ai fait ce que j'ai toujours fait, j'ai posé des questions. C'est pour quand ? La cérémonie. Le 14 mars. C'était dans 4 mois. 4 mois. Et c'est maintenant qu'on me prévenait. Pas pour préparer une tenue. Et pas pour réserver un voyage si la famille venait de loin. Pas pour m'organiser. Pour la compte. Pour les 12 000 € à verser avant vendredi. Et la liste des invités. Vous l'avez faite. Il y a eu une pause. Courte. Mais perceptible. On est en train de la finaliser. Je n'ai pas insisté ce jour-là. J'ai dit que j'allais réfléchir, que c'était une somme importante, que je rappellerais. Elle a raccroché sans vraiment me dire « au revoir ». Le soir même, mon fils m'a envoyé un message un seul avec le RIB du traiteur et la mention « Merci maman ». On compte sur toi. Others to one. Pas d'appel. Pas de « tu es contente pour nous ». Pas de « on t'aime ». Un RIB et un point final. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'étais en colère, pas encore, mais parce que je cherchais à comprendre depuis quand les choses en étaient arrivées là. Depuis quand mon fils me contactait-il uniquement quand il avait besoin de quelque chose? Depuis quand ma place dans sa vie se limitait-elle à celle d'un soutien financier? Je suis remontée dans mes souvenirs. Et j'ai réalisé
avec une clarté douloureuse, que ça durait depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Ça avait commencé avec la belle-fille. Je crois. Pas d'une façon violente ou dramatique, ces choses-là arrivent rarement comme ça. C'était progressif. D'abord les petits commentaires anodins, « Tu sais comment elle est ?» Elle a ses idées sur les choses. Faut pas le prendre mal. Puis les distances qui s'installent, les Noëls qu'on fêtait en petit comité, les anniversaires pour lesquels j'apprenais après coup qu'il y avait eu un dîner, mon fils qui répondait de moins en moins à mes appels, qui envoyait des messages courts, neutres, comme s'il écrivait à une connaissance, « Aide-moi qui continuais », qui payait, qui aidait, parce que c'était mon fils, et qu'on ne compte pas avec ses enfants. Quand ils avaient emménagé dans leur appartement à Villeurbanne, j'avais participé à la caution. Quand la voiture était tombée en panne, j'avais avancé les réparations. Quand il avait eu des difficultés avec son employeur et pris 2 mois sans salaire, c'est moi qui avais comblé. À chaque fois, un virement. À chaque fois, un merci rapide. Et puis le silence. Le lendemain de l'appel, j'ai pris rendez-vous avec ma meilleure amie, Martine. Nous nous connaissons depuis 40 ans, depuis l'école de puériculture où nous avons toutes les deux travaillé avant nos retraites respectives. Elle me connaît mieux que personne. Et elle a le courage de me dire ce que les autres taisent par politesse. Je lui ai tout raconté. L'appel, les RIB, les 12 000 €. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ce qui chez elle est rare, et signifie toujours qu'elle prend la chose au sérieux. « Et tu vas payer ?» a-t-elle dit quand j'ai terminé. « Je ne sais pas. Geneviève. C'est mon fils. »« C'est ton fils. »« Oui. Mais est-ce qu'il se comporte comme si tu étais sa mère ?» Je n'ai pas répondu. Elle non plus n'a rien ajouté. Parfois, les vraies questions n'ont pas besoin de réponses pour faire leur travail. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé plusieurs fois d'appeler mon fils directement. Pour lui parler vraiment, parler pas de la compte. Mais de nous, de comment on en était arrivé là. La première fois, il n'a pas répondu. La deuxième, il m'a rappelé brièvement entre 2 réunions et m'a dit qu'il était occupé, qu'on se parlerait bientôt. La troisième fois, c'est encore elle qui a décroché. Il est là, il est sous la douche. Tu veux qu'il te rappelle. Il ne m'a pas rappelé. Le vendredi est arrivé. La date limite pour la compte. Je n'ai pas fait de virement. J'ai attendu. Le samedi matin, mon fils a appelé. Cette fois, c'était bien, lui. Maman. Le traiteur attend le virement. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'argent. Il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, mais qui n'en était pas vraiment. C'était davantage de l'impatience, l'impatience de quelqu'un dont le plan est en train d'être perturbé. J'ai l'argent, ai-je dit, mais j'ai besoin qu'on se parle avant. Silence. On peut se voir cette semaine. C'est compliqué. On a beaucoup de choses à organiser en ce moment. Je comprends. Mais c'est important pour moi. His note. Encore un silence. Plus long cette fois. Puis, je t'appelle en début de semaine. Il ne m'a pas appelé en début de semaine. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais pas prévu. Ce n'était pas un plan que j'avais élaboré, c'était simplement la conséquence logique d'une prise de conscience. J'ai attendu une semaine entière, puis 2. J'ai envoyé un message simple. J'attends toujours qu'on se parle. Réponse le lendemain. Bientôt. Promise. Bientôt. Ce mot vague et sans engagement, ce mot qu'on utilise quand on espère que l'autre va se lasser de demander. Je ne me suis pas lassée. Au bout de 3 semaines sans nouvelles, j'ai pris une décision. Pas dans la colère, je veux que vous compreniez ça. Dans une sorte de calme que je ne m'étais jamais connu, un calme qui ressemblait à de la dignité retrouvée, j'ai écrit une lettre. Pas un message. C'est pas un email, une vraie lettre. Sur papier,
que j'ai envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, ce détail a son importance. Vous allez comprendre pourquoi, dans cette lettre, j'expliquais, simplement et sans agressivité, ce que je ressentais depuis plusieurs mois, que je m'étais sentie mise à l'écart progressivement, que les contacts se réduisaient aux demandes financières, que j'avais essayé à plusieurs reprises d'avoir une vraie conversation, sans succès, et que dans ces conditions, je ne me sentais pas en mesure de continuer à apporter un soutien financier non par punition. Mais parce qu'une relation ne peut pas fonctionner dans un seul sens, je terminais en disant que ma porte restait ouverte, que je les aimais, et que j'espérais qu'on puisse se parler vraiment. Quand ils seraient prêts, j'avais aussi joint, à titre informatif, un récapitulatif des sommes que j'avais avancées ces 3 dernières années, caution, réparation, moi sans salaire, tout était là, avec les dates et les montants. Pas comme une menace ou une demande de remboursement, juste pour que les choses soient claires, pour que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. Le total s'élevait à 23 400 €. Je n'ai pas eu de réponse tout de suite. Une semaine de silence, puis 2. J'avais presque commencé à accepter que il n'y en aurait pas, que ma lettre serait rangée dans un tiroir ou, pire, jetée quand mon téléphone a sonné. Un jeudi soir, c'était mon fils. Et cette fois, il pleurait. Je ne l'avais pas entendu pleurer depuis qu'il était adolescent. Cette voix d'homme, brisée par quelque chose qui ressemblait à de la honte, j'aurais menti si je disais que ça ne m'a pas touchée. Bien sûr que ça m'a touchée. Il est mon fils. Il le sera toujours. Maman, j'ai reçu ta lettre. Je sais. Je suis désolée. End of tree. Je n'ai rien dit. Je voulais le laisser parler. Vraiment parler. Pas juste chercher à désamorcer la situation pour que les choses reprennent comme avant. J'aurais dû t'appeler. J'aurais dû te parler. Je sais que je n'ai pas été présent. Non. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Audible, être là. J'ai compris quelque chose. Il ne mentait pas. Il ne cherchait pas juste à récupérer mon soutien financier, même si ça aussi... Évidemment, y était pour quelque chose. Il était sincèrement perdu. Comme quelqu'un qui s'est laissé porter par le courant d'une relation, d'une vie. Sans regarder ce qui restait derrière lui, mon fils n'était pas quelqu'un de mauvais. Il était quelqu'un qui avait manqué de courage pendant trop longtemps. « Est-ce qu'on peut se voir ?» a-t-il demandé. « Oui. » Sans elle. Dans un premier temps, « Just att toi et moi ». C'est cette phrase qui m'a dit que quelque chose avait changé, pas radicalement, pas miraculeusement, mais quelque chose. Nous nous sommes vus le samedi suivant. Dans un café près de chez moi, il est arrivé le premier. Ce qui ne lui ressemblait pas. Il avait l'air fatigué. Et aussi, plus petit que dans mes souvenirs, pas physiquement. Bien sûr, mais quelque chose dans sa façon d'être assis, d'attendre, qui m'a rappelé l'enfant qu'il était. Nous avons parlé pendant presque 3 heures. Vraiment parlé du genre de conversation qu'on n'avait pas eu depuis des années. Il m'a dit des choses que je savais au fond de moi, mais que j'avais besoin d'entendre. Il m'a expliqué comment les choses s'étaient installées progressivement dans son couple, comment les décisions avaient commencé à se prendre à 2, puis de moins en moins avec moi. Il n'a pas tout mis sur elle, il a pris sa part. Ce qui comptait énormément pour moi, un homme qui cherche des excuses, ça ne mène nulle part. Un homme qui admet sa propre lâcheté, ça peut changer. Je lui ai dit ce que j'avais gardé pour moi depuis trop longtemps. Pas avec des larmes, je n'avais plus envie de pleurer pour ça. Avec des mots simples, posés. Que me sentir réduite à un soutien financier m'avait profondément blessée. Que ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était le symbole. Que chaque virement sans vraie conversation était une petite façon de me dire que j'existais dans leur vie uniquement pour ce que je pouvais apporter. Il a hoché la tête. Il n'a pas essayé de justifier, de minimiser. Il a juste dit « Tu as raison ».
Ces 3 mots. Tu as raison. Simple. Direct. Sans condition. Je ne m'y attendais pas. Et c'est peu être pour ça qu'ils m'ont fait plus d'effet que n'importe quelle grande déclaration. Avant de partir, il m'a posé une question. Le mariage. Est-ce que tu voudrais toujours venir? Je ne lui ai pas répondu immédiatement, pas parce que je voulais le faire souffrir, parce que c'était une vraie question qui méritait une vraie réflexion. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Aujourd'hui. Il a hésité. Non. Il faudra qu'elle sache. Il faudra qu'on ait une conversation, tous les 3. Pas pour régler des comptes, pour poser des bases nouvelles. Si elle est prête à ça, alors oui, je viendrai à votre mariage. End of. Il est reparti avec ça. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Je ne savais pas si elle accepterait. Si elle prendrait mal le fait qu'il m'avait vu sans elle. Si les vieilles habitudes reprendraient le dessus dans une semaine ou un mois. La vie n'est pas un film où tout se résout proprement en 2 heures. Ce que je sais, c'est que ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la joie exactement, plutôt une solidité, comme si quelque chose en moi avait arrêté de trembler. Martine m'avait dit, des mois plus tôt, tu ne peux pas forcer quelqu'un à te traiter comme tu le mérites. Mais tu peux arrêter d'accepter moins. J'avais mis du temps à comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Ce n'est pas de l'indifférence, j'aime mon fils de la même façon que le premier jour où je l'ai tenu dans mes bras, et rien ne changera jamais ça. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire accepter de disparaître progressivement de sa propre vie. Ne pas payer cet acompte n'était pas une punition. C'était simplement moi qui cessais de participer à quelque chose qui me niait. 2 semaines après notre café, mon fils m'a rappelé, sa femme était d'accord pour qu'on se rencontre. Pas enthousiaste. A-t-il précisé, d'accord? C'est déjà quelque chose. Nous avons prévu un dîner chez moi pour la semaine prochaine. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai pas de script. Pas de liste de conditions. Pas de phrase préparée. J'ai juste l'intention d'être là, vraiment là, et de voir si elle peut en faire autant, ce que j'ai appris de tout ça, et que j'ai envie de vous dire si vous traversez quelque chose de similaire. C'est que l'argent dans les familles n'est jamais vraiment de l'argent. C'est du pouvoir, de la reconnaissance, du lien ou l'absence de tout ça. Quand on donne sans être vu, on finit par disparaître. Et quand on arrête, parfois pas toujours, mais parfois les gens lèvent la tête et regardent enfin ce qu'ils avaient cessé de voir. Je ne sais pas encore si mon fils et moi allons reconstruire quelque chose de solide. Je ne sais pas si sa femme et moi trouverons jamais un terrain d'entente véritable. Ces choses-là prennent du temps. Et elles demandent des efforts des 2 côtés. Ce que je sais, c'est que pour la première fois, depuis des années, il y a au moins une conversation ouverte. Une porte entre nous pas fermée à clé, pas condamnée. Juste ouverte. À condition que chacun fasse un pas vers elle. Moi, j'ai fait le mien.